Mesdames, Messieurs, bienvenue à nouveau. Je suis particulièrement heureux d'animer ce débat tridimensionnel entre le gouvernement et le secteur privé. Un de vos collègues au gouvernement... La troisième dimension, c'est quoi? La troisième dimension, c'est... Et un de vos collègues au gouvernement que je ne citerai pas a dit il y a quelques mois, auparavant, avec le secteur privé, nous étions face à face et désormais nous sommes côte à côte. Ce débat est l'occasion de pouvoir confirmer cette citation. Mais, Monsieur le Ministre, j'aimerais démarrer par vous parce qu'il y a une quinzaine de jours, il y a un événement très important, quasiment emblématique, qui s'est déroulé à Casablanca. Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, entre dans ce club très fermé de 5 pays en capacité de pouvoir construire un moteur d'avion complet, un investissement très important porté par un géant mondial du secteur et qui raconte un petit peu la trajectoire de cet État-nation dans lequel l'industrie, qui ne représentait que 13% il y a 20 ans, a progressé d'une manière constante et importante. Vous qui êtes issu à l'origine du secteur privé, puis qui avez basculé vers le secteur public, quel regard portez-vous sur cette trajectoire du Maroc, sur cette industrialisation rapide et sur notre entrée dans les chaînes de valeur mondiales et sur le fait que l'on bipe dans les radars mondiaux maintenant ? Merci beaucoup. Excellente question. D'abord, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue. Merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation, à Chakib et à moi. Et je voudrais ne pas manquer cette occasion pour nous féliciter à tous de la résolution de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU le 31 octobre, et du discours de Sa Majesté, qui va nous permettre de libérer le plein potentiel de nos provinces du Sud. Et je vous invite dès maintenant à vous y engager encore plus pour assurer et contribuer à accélérer le développement industriel de nos provinces du Sud. L'événement de Safran est un événement marquant à triple titre. Le premier, c'est que, et ça, c'est une fierté que Sa Majesté nous a apportée, c'est le couronnement symbolique de 26 ans de choix économiques et de choix industriels. Couronnement de l'ouverture économique de notre pays pour attirer des investisseurs à dimension internationale. Couronnement de la politique de développement des compétences et notamment de la formation professionnelle. Couronnement de la politique de développement des énergies renouvelables. Couronnement de la politique de partenariat avec le secteur privé, main dans la main. Couronnement de la politique d'infrastructure avec la mise en place de ports de classe mondiale, d'un réseau d'autoroutes, etc. et de zones industrielles de classe mondiale. Donc c'est le couronnement de toute une trajectoire de 26 ans d'efforts, à l'instar du couronnement des efforts diplomatiques, de 26 ans d'efforts diplomatiques pour arriver à cette résolution des Nations Unies, mais c'est le couronnement de toute une trajectoire économique de notre pays qui aujourd'hui est symbolisé par cet investissement qui est un investissement dans ce qui se fait de plus complexe à produire dans l'industrie. Un réacteur d'avion, c'est l'objet le plus complexe à produire au niveau de l'industrie. Pour les néophytes qui sont dans la salle, ça veut dire que le Maroc va aussi faire ce qu'on appelle les parties chaudes du moteur. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Il fait tout le moteur. Avant, on faisait l'enveloppe du moteur, ce qu'on appelle la nacelle, qui était un objet complexe, parce que c'est la prise d'air, etc., et le refroidissement. Aujourd'hui, c'est tout le réacteur, ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a autour, et c'est une vraie fierté. Et pour vous donner un exemple, ce projet, à lui tout seul, est de nature à doubler nos exportations dans l'aéronautique, à lui tout seul. Donc il y aura un effet d'entraînement. Il y aura un effet d'entraînement. Alors, pour citer Sa Majesté, parce que là j'ai pris mes notes, aujourd'hui, on est dans une phase particulière. Je vais prendre le discours de Sa Majesté, un extrait du discours du trône, le dernier. J'ouvre les guillemets. Par ailleurs, le Maroc connaît un renouveau industriel sans précédent. Les exportations industrielles, notamment celles liées aux métiers mondiaux, ont plus que doublé depuis 2024. Donc aujourd'hui, on a un nouveau défi à faire. D'abord, on est fiers d'avoir le haut patronage Sa Majesté pour l'organisation de cet événement. On est fiers de célébrer l'industrie avec l'ensemble des industriels. Merci à vous tous pour votre contribution, pour votre engagement. Et je tiens à le dire, le baromètre, on l'a vu il n'y a pas longtemps, contrairement à ce qu'on pense,
70% du capital social dans l'industrie est un capital social national. Je vous félicite pour ça et applaudissez-vous pour ça. Monsieur le ministre, je profite que vous ayez cité les industriels qui sont dans la salle pour rappeler qu'il y a autre chose qui est inédite aujourd'hui, c'est que c'est un vrai partenariat public-privé puisque des dizaines d'entreprises ont contribué et sont sponsors de cet événement, ce qui marque aussi le fait que vous soyez côte à côte, ministère et industriel. Oui, on est côte à côte. Pas suffisamment, on est encore aux 2 tiers, 1 tiers. J'espère qu'on pourra inverser la tendance bientôt dans les prochaines journées nationales de l'industrie. Mais on va y arriver bientôt. Je voudrais aussi, et permettez-moi de dire un petit mot, je pense que Chakib fera la même chose, je voudrais remercier mes équipes qui ont veillé jour et nuit, qui travaillent jour et nuit pour l'industrie et le commerce de notre pays, et qui ont veillé jour et nuit à la préparation de cet événement. Merci à toutes les équipes du ministère. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi insister, pas seulement sur les belles choses de la trajectoire, parce qu'il y a des choses, encore des défis à relever, on a encore plein de choses à faire. On a encore plein de jeunes qui attendent des jobs, qui attendent de meilleurs jobs. On a travaillé sur la productivité dans notre pays, on a travaillé à mettre en place les orientations de Sa Majesté pour plus de souveraineté industrielle, pour une montée en gamme, pour plus de décarbonation. On s'y attelle, on est sur le plan de travail tous les jours, on essaie d'accompagner au mieux qu'on peut nos industriels, mais on a encore du pain sur la planche. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Chakib Lalej, je me tourne vers vous. Vous voyez que Riyad Manzour applique les méthodes du privé. Il fait du bon management en remerciant ses équipes pendant l'événement. Comme ça, il s'assure de garder leur adhésion pour les longues heures et les longues nuits sans sommeil qu'il leur demande. Mais je me tourne vers vous parce que alors vous êtes le patron de la CGEM, mais avant tout, vous êtes un entrepreneur et surtout un entrepreneur multisectoriel. On vous entend très régulièrement, et notamment les fins d'année, lorsqu'il y a ce fameux projet de loi de finances et que vous devez défendre les intérêts des entreprises et que vous avez cette volonté chevillée au corps de dire ça avance pas assez vite, il faut que ça soit plus clair, il faut que vous puissiez être plus du côté de l'entreprise. Mais j'aimerais vous poser à peu près la même question qu'Riyad Manzour. Vous avez entamé votre carrière il y a quelques années. Quel regard portez-vous sur la trajectoire, sur le chemin? Quel sens vous donne à la trajectoire du Maroc en matière d'industrialisation, en matière de progression de son tissu productif? Merci Abdelmalek. J'aimerais à mon tour féliciter Sa Majesté et tout le peuple marocain pour la résolution qui a été faite par l'ONU et qui est extraordinaire et qui reconnaît le Sahara marocain comme étant marocain. Donc c'est clair et félicitations à nous tous. J'aimerais aussi parler de cette trajectoire est très intéressante parce que moi j'ai commencé dans la fin des années 80. Et à la fin des années 80, l'industrie était en déclin. L'industrie marocaine était en déclin. Les gens passaient de l'industrie vers d'autres secteurs comme l'immobilier, comme la bourse, etc. Donc maintenant, je suis fier de voir que l'industrie marocaine a vraiment repris ses lettres de noblesse. Même au niveau de la bourse, il y a de plus en plus d'industries qui rentrent en bourse. Si je parle de chiffres, on voit par exemple l'agroalimentaire, depuis 2020, il fait une croissance continue de 6%, plus de 90 milliards de dirhams l'année dernière. Si on voit la pharma qui produit 70% des besoins en médicaments pour la population marocaine, c'est beaucoup. Quand on voit qu'en Europe, la moyenne, c'est autour de 50% d'autosuffisance au niveau des médicaments. La pharma qui fait un chiffre d'affaires de 30 milliards de dirhams, et tous les autres secteurs ne sont pas en reste. La plasturgie, la chimie, la métallurgie, tous ces secteurs, même l'électricité, tous ces secteurs sont en train de se développer. Ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique industrielle dans notre pays. Parler des idées aussi, on voit les chiffres que j'ai eus sur 2025, sur les 8 premiers mois de 2025, et une augmentation de 50% des investissements étrangers au Maroc. Ça montre que la dynamique est extrêmement forte, et je pense qu'on va terminer l'année avec autour de 80% de plus par rapport à l'année dernière. Bien sûr, les secteurs qui ont tiré vers le haut, c'est l'automobile, chaque minute, il y a une voiture qui sort
des usines marocaines. Ça, c'est important de le dire. Donc, on est devenu premier constructeur africain d'automobiles et l'aéronautique, avec tout ce qu'a dit mon ami Riyad, et avec l'inauguration il y a 15 jours par Sa Majesté de ce magnifique projet. Vous imaginez qu'on va construire des moteurs au Maroc. Donc tout ça, rien qu'en disant ça, ça suffit. Maintenant, tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une vision royale qui a été faite, tu en as parlé, 26 ans de travail, 26 ans de vision, une stabilité macroéconomique, c'est très important de le dire, et aussi un capital humain qui est performant et qui maintenant, on le voit dans différents secteurs, ils nous prennent des compétences marocaines pour les amener au Japon, en Allemagne et différents pays dans le monde. Donc, l'industrie marocaine a de beaux jours devant elle. Et je pense qu'il faut maintenant, j'aimerais aussi remercier tous les opérateurs qui sont présents de différents secteurs. En dehors de l'industrie, je vois des gens des services qui sont là. Donc, c'est transverse. Il n'a pas oublié de remercier les banquiers, c'est bien, bravo. Non, des services, tous les services. Et même les banquiers, bien sûr. Parce que sans financement, tu n'as pas d'industrie. Et aussi remercier les équipes de la CEGM qui me supportent depuis maintenant 6 ans et qui font un excellent travail. Merci à toute l'équipe, à tous les partenaires de la CEGM. Voilà. Je pense avoir répondu à ta question. Merci, Monsieur le Président. Quand nous préparions cette discussion, vous m'aviez dit qu'on pouvait poser les questions qui fâchent. Donc après la question d'autosatisfecit traditionnelle, on peut rentrer dans les questions qui fâchent, Monsieur le Ministre, si vous voulez bien, et notamment sur la part de l'investissement privé dans la structure productive marocaine. Chakib Lalej, qui défend évidemment les chefs d'entreprise, me dit ils sont en train de quitter les économies de rente, ils sont en train d'aller maintenant investir dans le tissu productif, ils font de plus en plus d'industrie, ils sont dans l'agroalimentaire, ils sont dans des secteurs où il y a effectivement du mouvement, mais pas partout. Et quand on veut dire des choses désagréables, c'est toujours mieux de ne pas le dire soi-même, mais de convoquer un économiste international, donc ça va être plus simple. Je vais reprendre la citation d'Erdouane Touil qui parle de cette trilogie impossible au Maroc, qui dit « La croissance de l'économie marocaine constitue une véritable énigme. Malgré la stabilité des prix, la maîtrise de la dette publique et la limitation du déficit public, elle reste tendanciellement faible. » Et tous les économistes s'accordent à dire que l'alpha et l'oméga de tout cela, c'est une plus forte participation du secteur privé dans l'investissement national. Le gouvernement avait d'ailleurs annoncé comme l'une de ses missions de renverser, de faire un croisement des courbes entre l'investissement public et l'investissement privé. Monsieur le ministre, est-ce qu'ils ne veulent pas mettre d'argent dans l'économie nationale? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la faute vous incombe ou c'est leur faute? D'abord, le diagnostic. Il faut qu'on le fasse de manière réelle et honnête. Quand on dit qu'on a 400 milliards de dirhams d'investissement public et seulement 200 milliards de dirhams d'investissement privé, c'est 400 milliards de dirhams d'investissement d'impulsion publique. Et dans ces 400 milliards de dirhams, il y a de l'investissement privé. Il y a beaucoup de PPP. D'ailleurs, la plupart des investissements sont faits par du privé. Quand on voit l'investissement de l'État dedans, c'est 80 milliards ou 75. Donc il y a un effort du privé qui est fait, qui est sécurisé par l'État, c'est vrai. Il y a une certaine sécurité qui est donnée, soit en termes de Power Purchase Agreement ou en termes d'autres systèmes, mais il y a beaucoup d'investissements privés. Et il y a beaucoup d'investissements privés pour répondre aussi à ces besoins de l'État qui sont faits par rapport à ça. Et peut-être aussi, il y a un certain effet d'éviction, et ça on pourra en parler, on en parle souvent avec Madame la ministre des Finances, d'ailleurs à qui je voudrais rendre la citation, parce que ce n'est pas un de mes collègues qui a dit ça, probablement c'est une de mes collègues qui a parlé de la citation que tu as bien voulu citer. Et deuxième chose, c'est qu'il y a dans toute la trajectoire, des choses qui se sont passées, qui n'ont pas été forcément de nature à encourager les investisseurs privés à s'engager dans des secteurs comme l'industrie. Il y a eu dans les années 90 toute une campagne qui les a sortis de l'investissement industriel. Il y a eu les années 2000 où il y a eu toute une surchauffe sur l'immobilier qui a fait qu'ils se sont engagés de manière très lourde dans l'immobilier. Et puis après, il a fallu faire un atterrissage et un changement de mindset. Et ils sont en train d'y arriver. Et nous, quand il y a 4 ans,
Je me rappelle d'un voyage en avion avec monsieur le chef du gouvernement et madame la ministre. On parlait du Made in Morocco. J'étais un peu tout seul avec madame la ministre en train de parler de ça. Et aujourd'hui, on le célèbre tous. Aujourd'hui, les enseignes sont fières de mettre ça dans leur... comme argument de vente, alors que ce n'était pas forcément le cas. Donc il y a un changement de mindset qui s'opère chez l'investisseur, qui s'opère chez le consommateur aussi, qui est de plus en plus fier de consommer marocain. Le Maroc est en progrès, le Maroc est en train de percer ce plafond de verre à tous les niveaux, que ce soit dans le football, dans l'investissement, dans l'industrie, au niveau du Conseil de sécurité. Et ça n'est que le début, donc je suis très confiant qu'on va atteindre ces objectifs. Et je pense qu'avec les capitaines d'industrie que nous avons, qui sont en train de porter le flambeau, non seulement ils vont continuer à investir, mais ils vont accélérer leur dynamique d'investissement, ils vont aller conquérir le monde à partir de la base industrielle marocaine. Merci, monsieur le ministre. Alors, Chakib Lalej, le ministre, là, il vous interpelle directement. Il est allé jusqu'à rappeler la funeste mémoire de la campagne d'assainissement de 95 et dire tout ça, c'est derrière nous. Donc, pourquoi est-ce que quand on parle du Made in Morocco, on ne parle pas encore du Made by Morocco? Pourquoi est-ce que le capital marocain dans toute cette cohorte qui vont travailler aux côtés des écosystèmes, il n'y en a pas encore suffisamment? Est-ce que c'est un problème d'accès au financement? Est-ce que ce sont des barrières en matière d'emploi? Est-ce que ce sont des barrières technologiques? Mais qu'est-ce qui vous manque encore pour pouvoir passer ce palier et qu'on devienne dominant sur les écosystèmes industriels? Merci pour la question. J'aimerais dire, d'abord, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Sincèrement, beaucoup de choses ont été faites ces dernières années pour justement encourager le secteur privé à investir davantage. Mais il y a beaucoup de choses à faire aussi. Parmi les choses qui restent à faire, je citerai par exemple la formation professionnelle. La formation professionnelle doit être revue, malgré, c'est vrai que ce qui fonctionne, c'est surtout les JID, les IGD, voilà, les IGD qui fonctionnent très bien, mais la formation professionnelle doit être revue et doit être recalibrée pour répondre aux besoins des industriels. Excusez-moi, mais l'investisseur direct étranger, lui, il est confronté au même problème que vous. Et pourtant, il investit dans ces secteurs-là. Quand on prend l'automobile, on prend l'aéronautique, il y a des IGD qui gèrent ça. Donc, qui forment les gens spécifiquement pour ce secteur, comme pour le textile, comme pour la minoterie. Donc, il y a vraiment des secteurs qui sont pris en main par les professionnels. Donc, il faut amplifier les centres de formation et les faire essaimer pour qu'ils soient directement fléchés dans le couple marché-emploi. Et on a un programme là-dessus. Les choses sont identifiées. Je pense qu'il faut juste s'asseoir et déployer par rapport à la formation professionnelle qui a besoin d'être, revue. Voilà. Maintenant, vous vouliez commenter? Oui, je voudrais commenter par rapport à ça. Je reviens à vous, hein, mais on veut l'entendre sur la formation professionnelle, parce qu'après tout, on a une cartographie sur laquelle on travaille pour réallouer les places, et on l'a fait ensemble. D'ailleurs, on l'actualise chaque année. Alors, les IGD par rapport aux centres de formation classiques. Il faut savoir que les centres de formation classiques nous donnent, l'OFPPT nous donne les compétences de base. Et donc, après, on part aux IGD en général, c'est après, pour avoir les compétences projets, les compétences spécifiques, qu'on a rajouté les IGD d'une manière générale, même s'il y a certains IGD qui font toute la formation. Mais chacun a son rôle, et l'écosystème de la formation professionnelle avec les centres de métiers et des compétences qui sont de niveau, franchement, de classe mondiale. Hein. C'est très rare qu'on ait des centres comme ça. Et certains centres, par exemple sur l'aéronautique, on a l'IMA, qui est l'IGD, qui est le plus connu, mais on a l'ISMALA, et tous les gens qui vont à l'IMA passent d'abord par l'ISMALA au niveau de l'OFPPT avant de prendre cette formation projet au niveau de l'IGD. Pardon. C'est le bon exemple. Alors, il y a d'autres choses. Formation professionnelle, on a bien compris, il faut remettre la toile sur le métier à tisser, mais quels sont les autres freins? Recherche et développement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on en a besoin de plus, parce que ce qu'on investit 300 millions de dirhams par an, c'est peu. Quand on prend un pays qui est vraiment, c'est 5% de leur income, donc c'est important, chiffre d'affaires, donc merci. Et ce qui est aussi important, c'est que cette recherche et développement doit être continue, et il faut que ça rentre dans le mindset. Au niveau de la CGM... Pardon, pour la recherche et développement, quelles sont les pistes pour vous? Il faut un crédit impôt recherche, il faut pouvoir dresser un arsenal fiscal qui puisse être incitatif. On en profite, hein, parce que c'est la discussion de la PLF. Il faut que ça rentre dans notre mindset, comme maintenant les gens sont de plus en plus branchés sur l'industrie,
Donc on est en train de reconstituer un tissu industriel important. Donc il faut que ça rentre dans notre mindset, que la recherche et développement, que ce soit à travers crédit impôt, ou ce qu'on est en train de faire, augmenter l'enveloppe et être beaucoup plus... Déjà la consommer entièrement. Oui, mais parce que les gens ne le savaient pas, maintenant les gens le savent, et c'est pour ça qu'on communique là-dessus. Au niveau de la CGM, nous allons lancer... Donc peut-être aussi, selon vous, un déficit de communication des dispositifs existants? C'est pas un déficit de communication, ça a démarré il y a 2 ans, les entreprises commencent à être au courant, donc de plus en plus, on le voit d'année en année, les demandes sont de plus en plus importantes. Est-ce que les barrières administratives sont simples? Par rapport à ce projet, il n'y a pas de problème. Et de manière plus générale? De manière plus générale, ça reste à discuter. Mais par rapport à ce projet, il n'y a aucun problème. Ça fait partie... Mais puisqu'on est dans le général, allons dans le particulier. Quel est selon vous le principal... Parce qu'on l'évoque toujours de manière très impressionniste, le red tape, le chemin administratif, etc. Est-ce que pour vous, il y a un décalage entre le texte et la pratique? Ou bien est-ce qu'il y a un décalage dans le texte en lui-même et que le texte est rébarbatif? Je pense que toutes les personnes qui sont là connaissent des problèmes administratifs. Celui qui ne connaît pas de problème administratif peut lever la main. C'est plus simple, on va voir... Même moi, je ne lève pas la main. Hein? Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, on le connaît, c'est un sujet qui est là. Ça s'améliore, mais pas assez. Je pense que nous devons améliorer tout ce qui est administratif, de manière à ce que les entrepreneurs puissent se concentrer sur leur cœur business, sur le financement, sur le projet, sur tout ce Mais rassure-moi, ça s'améliore quand même. Je dis ça s'améliore, mais pas assez. Voilà. Moi-même, je vis des problèmes comme tout le monde. Hein, Donc, Monsieur le Président, quand vous voyez par exemple des réformes où les entreprises privées se retrouvent à devenir collecteurs d'impôts pour l'État, ouais. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens ou est-ce que ça ne va pas dans le bon sens? Là, on va parler Parce que c'est essentiel quand vous êtes une TPE et que vous devez faire un transfert vers les gens qui gèrent vos comptes pour qu'ils se mettent à collecter de l'argent pour compte de l'État, ça vous prend de la bande passante. Là, tu passes à l'autre sujet qui est la loi de finances, carrément. Oui, mais c'est la jugulaire qui irrigue l'économie. Mon avis personnel, je pense que ce n'est pas aux entreprises de collecter l'argent pour l'État. Maintenant, mais ça a toujours été le cas. Non, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Ça a toujours été le cas. L'entreprise a toujours été collectrice de TVA. Ouais, qu'elle soit petite ou grande, même une TPE, ça a toujours été le cas. Donc c'est un sujet, à mon avis, qui ne mérite pas qu'on s'y attelle. On en parlera le moment venu. Voilà. On en parlera le moment venu. Mais en tout cas... Donc vous nous dites, plus d'innovation, plus simplification administrative. Simplification administrative. Réforme de la formation. L'énergie verte. Il faut que les entreprises à moyenne tension puissent avoir accès à l'énergie verte. Monsieur le chef de gouvernement en a parlé tout à l'heure. Maintenant, il faut qu'on puisse avoir accès à l'énergie verte à des prix très abordables pour que ça ait toujours été, dans le passé, ça a toujours été un problème, le coût de l'électricité pour l'industrie. Quand on aura accès à l'énergie verte, on pourra exporter plus facilement et on aura un prix compétitif qui va rendre l'industrie marocaine encore plus compétitive et plus dynamique vers l'export. Voilà. Très bien. En tout cas, vous avez des revendications qui sont extrêmement claires. Je me tourne vers vous parce que le président Lalèche me donne la transition idéale puisqu'il a parlé à la fois d'innovation et de formation. Le rapport de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement avait une partie très importante qui était consacrée à l'anticipation des technologies de rupture. Le Royaume du Maroc n'est pas seul dans le monde à avoir traversé la 4e révolution industrielle qui détruit autant d'emplois chez les cols bleus que chez les cols blancs. Et on l'a vu d'ailleurs entre les 2 usines, entre l'usine Renault qui avait un multiple d'employés beaucoup plus important que celle de Stellantis, parce que les entreprises utilisent de plus en plus de robots, sont des entreprises qui ont une meilleure productivité. Mais là, on a d'autres ruptures. Il y a votre collègue de la transition numérique qui est là. Il y a la rupture de l'intelligence artificielle, parfois de l'intelligence très artificielle. Comment est-ce qu'on se prépare à ces ruptures et comment est-ce qu'on adapte nos secteurs industriels à ces grands bouleversements qui vont arriver, qui vont changer la manière d'apprendre, qui vont changer la manière de se former et qui vont changer même la manière dont vous allez discuter avec les grands investisseurs sur le terrain national? Je vous remercie pour cette question. Ça me donne l'opportunité de vous célébrer encore une fois. Nous avons la chance d'avoir le président de la commission spéciale pour le modèle développement avec nous et la commission avait fixé un objectif pour 2035 d'atteindre 50% en termes de chiffre d'affaires, c'est ça, pour les technologies
haute et technologie moyenne haute pour 2035. Eh bien, bravo, c'est fait. Vous l'avez déjà réalisé. On est à 50,4%. Vous avez atteint l'objectif du nouveau modèle de développement en 2024, avant 2035, et vous pouvez être fiers de vous. Deuxième chose par rapport à ça, l'IA, aujourd'hui, c'est une opportunité. Pour nous, c'est une opportunité. Depuis toujours, hein, on voit que les ruptures technologiques ont fait peur. Il y a 30 ans, on pensait que l'informatique allait détruire des jobs, et on était à 2,2 milliards de jobs sur Terre. 30 ans plus tard, on est à 3,5 milliards de jobs sur Terre. Donc ça a créé 50% de plus d'emplois, alors que ça devait en éliminer. Mais c'est pas poste pour poste, hein, c'est un basculement. C'est pas poste pour poste, mais ça n'a pas détruit autant qu'on pensait que ça allait détruire. Ça a même renforcé, augmenté certaines personnes qui sont passées, par exemple, du secrétariat classique tapé à la machine à office manager, avec des formations, somme toute, assez rapides. Aujourd'hui, l'IA nous permet d'augmenter tout le monde de manière plus rapide. Ça veut dire, on avait peur avec nos diplômés des humanities, de tout ce qui est littérature, droit, etc. On pensait qu'ils n'allaient pas pouvoir accéder à des métiers techniques. En les augmentant avec des agents IA très rapidement aujourd'hui, si on fait le travail, et je pense qu'on est en train de le faire dans beaucoup de domaines au niveau du ministère de la Transition numérique, mais aussi chez nous, si on augmente rapidement ces compétences, elles arriveront plus facilement à accéder à certains jobs, et on n'aura pas cette rupture de génération en se disant on a pris un parcours et on n'a pas eu très vite. Et pour les métiers directement exposés, quand on pense à l'offshoring, on pense aux gens qui sont dans les centres d'appel. Alors c'est incroyable, ces métiers de l'offshoring, ça fait 4 ans qu'on observe. Alors c'est incroyable, ces métiers de l'offshoring, ça fait 4 ans qu'on observe, on pense que ça va se casser la figure et ça ne fait qu'augmenter. Donc il y a un travail qui est fait, qui est assez intéressant. Il y a même eu des régulations en France qui ont fait qu'on pensait qu'on allait perdre 25 000, 30 000 emplois, et on crée des emplois chaque année et chaque mois. On a des problèmes de compétitivité, on perd 4% de compétitivité par mois avec, grâce ou à cause de l'IA, enfin je ne sais pas comment le dire, on gagne 4% de compétitivité par mois, et en même temps, on continue à créer des emplois. Donc on a des entreprises assez agiles qui investissent, qui se transforment. C'est vrai que les moins agiles souffrent, mais les plus innovantes y arrivent toujours. Donc, innovation, compétitivité, continuez à travailler et faites le maximum et vous verrez, on continuera à crever ce plafond de verre. Merci, Monsieur le Ministre. J'arrive à ma dernière question. Elle est pour vous, Shakib Lalej. Il y a 60 ans, le MITI japonais lançait le Made in Japan. À l'origine, ça voulait dire pas cher et abordable. On sait ce que veut dire Made in Japan aujourd'hui. Vous êtes impliqué dans la création de ce label Made in Morocco. Qu'est-ce que vous lui souhaitez comme trajectoire? D'abord, c'est une vision qui est née d'une vision collective entre le ministère de l'Industrie et du Commerce, la CGM, à travers Maroc Industrie, que je tiens à remercier pour tout le travail qu'ils ont fait, Sébastien et toute son équipe, pour vraiment mettre en place ensemble ce Made in Morocco. Made in Morocco, c'est la crise Covid qui a fait qu'on a dit il faut qu'on industrialise davantage notre pays, il faut qu'on crée une marque Made in Morocco. Je me rappelle de l'époque quand les industriels marocains faisaient des packaging qui ressemblaient à des produits étrangers. Ils mettaient Made in Morocco tout petit pour qu'on ne le voit pas et qu'on croit que c'est un projet étranger. Maintenant, depuis une dizaine d'années, on voit les industries marocaines mettre un drapeau marocain et dire Made in Morocco avec fierté. Et je veux qu'à l'avenir, ça sera de plus en plus fort, le Made in Morocco, comme vous avez dit, l'exemple du Japon, pourquoi pas, l'excellence. Et le Made in Morocco ne va pas, ça va être un label qui va être obtenu par l'excellence aussi. Donc je pense que on va parler tout à l'heure et on va signer la convention de quels sont les critères pour avoir le Made in Morocco. Et ce n'est pas seulement un critère pour l'export, c'est aussi un critère pour le marché marocain. Et c'est quelque chose qui unit en même temps le privé, le public et le consommateur marocain. Merci, Monsieur le Président. S'il y avait besoin de le prouver, nous en avons eu un exemple aujourd'hui. Le secteur public et le secteur privé semblent marcher à l'unisson, pourvu que ça dure.
mesdames et messieurs... Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Hein. Pardon? Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. On s'entend bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord sur tout. Mais on sait s'entendre après. Hein. Vous aurez les discussions normales et qui permettent de faire vivre le dialogue public. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous inviter à rejoindre votre place, applaudir nos panélistes et nous allons nous lever pour la suite du programme avec Monsieur le ministre. Merci. Et donc, on va vous garder quelques minutes pendant qu'on est en train de faire du house management et qu'on va préparer parce qu'on parlait de ce Made in Morocco. Est-ce que finalement, ce Made in Morocco n'est pas à l'unisson avec la trajectoire de notre pays? Plus fier du Maroc, plus fier de ses réalisations, moins peur des obstacles, une affirmation plus forte du Maroc avec ce Made in Morocco? Alors, on a tous grandi avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, les oranges avec le petit losange noir qui était collé aux oranges avec Maroc dessus. Je pense que beaucoup d'entre vous s'en rappellent. Et on était fiers d'avoir ces oranges et de les voir même à l'étranger avec cette petite étiquette quand on les rencontrait. Et puis on a tous grandi aussi avec des gens qui nous vendaient des produits en nous disant « Regardez, ça c'est de l'export, c'est de l'import, ça vient d'ailleurs » qui était gage de qualité. Moi, j'ai une question d'ailleurs à cet égard. Il y a un mystère que j'ai jamais pu comprendre dans le Made in Morocco. Pourquoi les bureaux de tabac ont toujours eu le logo des Jeux Olympiques? Je sais pas non plus. Et on n'est pas là pour parler cigarettes. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vais laisser Monsieur le ministre vous présenter ce projet qu'il a porté à bout de bras en partenariat avec tous les acteurs qui sont présents dans la salle. C'est à vous, Monsieur le ministre, sous vos applaudissements. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter ce label Made in Morocco. Alors c'était compliqué, hein, on a fait des choix. On voulait lui donner sa force, on voulait lui donner sa puissance parce que le Made in Morocco doit être un gage d'abord de valeur ajoutée. Quel contenu marocain il y a dedans? Donc il fallait mettre un contenu et on a choisi de mettre comme premier critère une valeur ajoutée locale d'au moins 40%. Ou, parce que des fois il y a des transformations substantielles, une transformation substantielle qui sera évaluée par des experts par rapport à ça. Le troisième critère, qui est le plus important, c'est qu'il fallait lui donner aussi un label d'excellence. Tout le monde ne peut pas prétendre au Made in Morocco parce qu'il y a 40% de contenu local. Donc il fallait un critère technique. Donc il y a tout un système d'évaluation qui va être mis en place. C'est une norme qui va être mise en place de manière claire à travers l'IMANOR et il y aura une conformité technique avec une évaluation documentaire, des évaluations sur site pour voir le processus de production et le processus d'élaboration, de création de valeur de ce Made in Morocco, l'attribution du label et bien évidemment, le label ne restera pas à vie parce qu'on va venir suivre au fur et à mesure est-ce que ces critères continuent à être respectés. L'idée est très simple. L'idée est très simple, c'est qu'aujourd'hui, le Made in Morocco soit un gage de qualité d'abord, avant d'être le gage de fierté pour tous. Il y a une transformation de mentalité qui doit être soutenue derrière par des critères de qualité très clairs et très précis. Tout cela vient bien évidemment dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui nous a demandé d'assurer la souveraineté industrielle et d'assurer la montée en gamme de notre industrie. Le Made in Morocco aussi permettra, d'une manière générale, aux acheteurs nationaux, notamment, de vérifier qu'ils achètent bien des produits marocains, parce qu'ils se demandent est-ce qu'ils achètent du produit marocain, et avec ce label, ça va être plus clair, ça va être plus simple, ça va permettre d'identifier le produit national par rapport à un produit où il y a une plus faible valeur ajoutée qui serait prétendument national. Donc ça facilitera, n'est-ce pas, monsieur le directeur général de l'ONE, d'acheter l'achat de produits marocains de manière plus directe, de manière à compléter l'intégration et à utiliser les investissements publics, justement, qui sont maintenus, qui sont en forte hausse, pour encourager encore plus l'investissement privé. Donc, je suis ravi et heureux de lancer ce label en votre présence, monsieur le chef du gouvernement, en votre présence à tous. Merci à tous et vive le Made in Morocco!
بسهولة. نورماندي سردين الناس العشاقة. اللي سولكم على الكتف باش تجاوبوه؟ هو ولفناه من صغرنا بكوي عوري. ليلة سعيدة وأحلام لذيذة مع بطانيات. Le Made in Morocco, gage de qualité et de compétitivité et levier du développement territorial intégré. Merci, mesdames et messieurs. Après le temps des discours, le temps des débats, le temps est venu de graver dans le marbre tout ça, puisqu'il nous faut du réglementaire pour pouvoir avancer. Et j'aimerais avant tout que vous applaudissiez tous les sponsors de cette édition qui viennent du secteur privé et qui ont voulu participer de manière inédite avec le gouvernement à cette expérience et à ce moment solennel lors duquel nous allons lancer ce label Made in Morocco. Et pour vous donner un petit peu le programme, 5 conventions vont être signées devant vous et devant vous, monsieur le chef du gouvernement. Et je voudrais dire sur une note un peu plus personnelle, c'est qu'aujourd'hui nous avons démenti ce vieux proverbe marocain qui dit en réalité, et donc en réalité, nous sommes en train de construire aujourd'hui une partie de l'histoire. Et j'aimerais, pour cette première convention, qui est une convention cadre pour la promotion du label Made in Morocco, appeler auprès de moi Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur Riyad Mzour, son collègue, Monsieur le ministre délégué à l'investissement et à la convergence, Monsieur Karim Zidane, Monsieur le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc et Monsieur le directeur de l'Institut marocain de normalisation IMANOR. Monsieur le chef du gouvernement, si vous voulez bien, à la fin de toutes ces conventions, on vous exploitera honteusement en vous demandant de venir prendre une photo de famille avec toutes les personnalités qui ont bien voulu signer ces conventions. Donc je rappelle l'objet de cette convention, établir un cadre de collaboration stratégique entre les acteurs institutionnels et économiques pour promouvoir le label Made in Morocco comme marque distinctive de l'origine et de la qualité des produits industriels marocains. Messieurs, je vous en prie. Merci. Nous passons maintenant à la deuxième convention qui est un avenant à la convention relative au programme d'appui à l'innovation industrielle Tatouer, R&D Innovation et Fonds de soutien de l'innovation. Je vous demanderai, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, de bien rester avec nous. Et j'appellerai Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Monsieur le directeur général de la NPME, Monsieur le président de la CGM qui est déjà avec nous. Je vous en prie. Et je me répète, faites attention à la marche, elle est traître quand vous devez redescendre. Il y a la lumière quand vous montez, mais quand vous redescendez, c'est plus compliqué. Merci messieurs. Nous passons maintenant à la troisième convention qui est un contrat-programme entre l'État et le cluster Machinery Tooling and Automation, MTA. Et je voudrais appeler auprès de nous Monsieur le ministre de l'Industrie, vous êtes avec nous.
il y a le représentant de Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget, Monsieur le directeur général de la NPME et le président du cluster Machinery, Tooling and Automation. Bravo messieurs, plein succès pour cette convention. Nous allons désormais passer au secteur de la pharma avec la convention cadre de partenariat pour le développement de la fabrication des intrants pharmaceutiques au Maroc. J'aimerais en son nom excuser Monsieur le ministre de la Santé qui n'a pas pu être avec nous maintenant. Il est actuellement dans une inauguration avec Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et donc force oblige, mais il est présent dans l'esprit de cette convention et il la signera ultérieurement. Monsieur le Président de la CGM, je vous demande de bien vouloir revenir. Monsieur le Directeur Général de l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé. Madame la Présidente de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique, la FMIP. Monsieur le Président de la Fédération de la chimie et de la parachimie. Et puis, signant au nom de Innovix et de l'université Mohamed VI Polytechnique, l'UM6P, Monsieur le Président, je vous en prie, vous êtes attendu sur scène. Si Hicham Lapti. C'est une convention, mesdames et messieurs, très importante car elle résume tous les enjeux de souveraineté, d'innovation. C'est le secteur pharmaceutique, c'est un secteur qui est aux confluences du développement, mais également du chemin du patient, de l'accès aux médicaments. Et l'objectif est de réduire la dépendance aux importations de matières premières pharmaceutiques dans des secteurs absolument essentiels dans la chaîne de production des médicaments. Donc autant dire qu'elle est industrielle, mais qu'elle fait du bien également. Je vous demande de les applaudir bien fort. Et enfin, nous allons arriver à la dernière convention, qui est une convention cadre de partenariat pour la mise en place d'une plateforme technique d'essai et de développement. Nous passons maintenant à un corollaire de l'industrie qui est la mobilité, et notamment la mobilité par le rail. Et donc pour ça, je demanderai à Monsieur Smouni de l'Office national des chemins de fer, directeur général adjoint, de bien vouloir nous rejoindre, mais également Monsieur le vice-président du cluster Moroccan Trade Industry Cluster MIT. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le rail fait partie de cette trajectoire de développement. Il est essentiel pour les métiers industriels car il permet d'acheminer. Sans le rail et sans cet effort massif qui a été consenti par le Maroc, peut-être que nous n'aurions jamais vu cette fameuse usine de Tanger qui bénéficie de tous ces instruments-là. Et je demanderai maintenant, s'il vous plaît, bravo messieurs, je demanderai à tous les signataires de toutes les conventions de bien vouloir nous rejoindre et à monsieur le chef du gouvernement de bien vouloir les rejoindre également pour la photo de famille qui conclut cette séquence de conventions très importante pour cette journée nationale de l'industrie et qui part de domaines aussi variés que l'industrie pharmaceutique, mais également la mobilité, l'innovation et autant de sujets absolument essentiels pour réduire la dépendance du Maroc aux chaînes de valeur étrangères et mieux construire notre souveraineté industrielle. Voilà, je vous demande de les applaudir bien fort. Merci. Attendez, il manque quelqu'un pour la photo. On va s'assurer qu'il y ait tout le monde.